Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Association des émérites de Lorraine, Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy, Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, chers amis, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette très hospitalière institution qu'est le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Ça, c'est pour voir si vous suivez tous. Je vous salue avec l'espoir que distillent les semaines récentes. En effet, nous allons bientôt, du moins je l'espère, enterrer le virus qui a tant perturbé nos vies et notre quotidien depuis bientôt 2 ans. Nous allons reprendre le cours de nos séances mensuelles en présence. Vous pourrez retrouver les enregistrements de toutes les communications et conférences qui se sont tenues depuis 1 an environ sur la chaîne vidéo ALS Vue pour vous que nous venons de lancer. Vous pourrez assister à la réception officielle de nos nouveaux sociétaires lors de la séance mensuelle du 18 novembre au Musée Aquarium de Nancy. Vous serez invités à participer à la séance exceptionnelle sur la biodiversité forestière que notre confrère François Vernier, président de la section 2, et la métropole du Grand Nancy co-organisent à la Chambre de commerce et d'industrie le samedi 20 novembre prochain. Et vous trouverez à l'entrée de la salle l'imprimé qui dévoile le programme de l'année académique qui commence aujourd'hui. Ce programme a été difficile à mettre au point en raison des annulations des séances mensuelles du printemps 2020 et des reports qu'il a fallu organiser. Comme chaque année, j'ai regretté que le temps nous soit compté et que nous soyons obligés de choisir parmi les nombreuses candidatures qui se sont manifestées pour intervenir en séance mensuelle. Je vous laisse en prendre connaissance et je répondrai volontiers à vos demandes d'éclaircissement s'il en est besoin. Nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de recevoir 3 présidents. Madame Khironi, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, comme le veut la tradition, va nous accueillir au nom de son institution. Viendra ensuite Monsieur Mathieu Klein, président de la métropole du Grand Nancy, qui à ce titre sera reçu comme membre d'honneur de notre compagnie. Enfin, nous entendrons la conférence solennelle de rentrée de M. Florian Congoli, président directeur général de Flogen SA. Avant de céder la parole à Madame la Présidente, je voudrais dire notre gratitude à tous les personnels et aux dirigeants des services du Conseil départemental, de la mairie et de la métropole qui ont contribué à la réussite de la rentrée de l'ALS cette année. Je pense en particulier à Madame Tenec, bien connue dans cette instance, à Madame Tegedo, à Monsieur Minella, à Monsieur Deric et à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour cette soirée. Je vous remercie du fond du cœur, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de l'aval que vous avez donné en ce sens. L'ALS n'a pas été en reste non plus, et son secrétariat général n'a pas ménagé sa peine, qui pour adresser les convocations, qui pour faire imprimer les programmes, qui pour communiquer et faire venir la presse, fort nombreuse lors de la conférence de presse qui s'est tenue il y a 2 heures environ pour écouter M. Congoli. Madame la Présidente, si vous voulez bien prendre la parole, je vous laisse au moins un micro parmi les deux. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le maire, cher Mathieu, Monsieur Florian Congoli, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis.
Chaque année, le conseil départemental accueille l'Académie Lorraine des sciences pour sa séance de rentrée. Je suis ravie de perpétuer la tradition en étant à vos côtés aujourd'hui. L'histoire de la Meurthe-et-Moselle, vous le savez, le département fête ses 150 ans, est très liée à l'industrie des métaux. Monsieur Florent Congoli, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Les activités liées à l'extraction de la minette, le minerai de fer lorrain, ont transformé la sociologie et les paysages du PIO jusque dans les années 70 et sont désormais un pan important de la mémoire de notre département. Aujourd'hui, la Meurthe-et-Moselle est un territoire d'innovation et de recherche qui bénéficie notamment du dynamisme de l'Université de Lorraine et de ses 1800 doctorants, ses 10 pôles scientifiques et ses 60 laboratoires. Le conseil départemental et l'université sont en partenariat étroit et recherchent les meilleures synergies. Les champs de coopération sont vastes entre l'université et les politiques départementales. Le développement durable reste un axe fort de recherche et d'action, car c'est un sujet de préoccupation partagé entre nos collectivités et la communauté scientifique. Les travaux sur l'adaptation au changement climatique occupent une place importante et à raison, car la science joue un rôle essentiel dans la démonstration du dérèglement climatique, mais également dans la recherche sur notre capacité à nous protéger et surtout à adapter nos modes de vie. Bravo à Monsieur Florent Congoli, médaillé d'or de la ville de Nancy, pour ses travaux qui vont depuis longtemps dans le sens du développement durable. C'est un honneur de vous recevoir dans les murs de notre collectivité. Merci à l'Académie Lorraine des sciences pour son action d'information, de pédagogie et de diffusion de la connaissance scientifique. Le dernier rapport du GIEC nous rappelle que dans les années à venir, il faudra faire des choix déterminants pour le vivant. Les habitants, mais surtout les jeunes générations, devront avoir entre leurs mains des clés de compréhension des enjeux climatiques et écologiques pour prendre de bonnes décisions. La première étape est de mener un travail de vulgarisation des sciences qui contribue à combattre les idées populistes qui occultent les réalités scientifiques. Dans la lignée de Mathieu Klein, la culture scientifique et technique reste un axe fort de la politique du département, incarnée notamment par la Cité des paysages à Sion, dont la programmation est développée autour du lien entre les sciences du vivant, la culture et l'agriculture. Ce sont également des événements populaires, comme la Fête des sciences, qui a eu lieu le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle, que le département soutient, mais également les travaux de l'Académie Lorraine des sciences qui doivent se poursuivre et s'amplifier pour diffuser la connaissance et combattre l'ignorance. Dans un monde où certains tentent de démonétiser la parole scientifique, il vous faut nous faire entendre et entrer en résistance. Bravo et merci pour votre travail et bonne séance de rentrée à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur Mathieu Klein a été élu maire de Nancy et dans la foulée président de la métropole du Grand Nancy au printemps dernier. Cette étape d'une carrière politique que je pressens brillante est l'aboutissement provisoire d'une longue période dédiée au service de ses contemporains, sous la houlette du président Diné d'abord, puis à la présidence du conseil départemental qui nous accueille aujourd'hui. Apprendre la politique sous la férule de Michel Diné ou en s'opposant à André Rossineau,
vaut sans nul doute tous les sésames que délivre l'institution de la rue Sainte-Marguerite à Strasbourg. À titre personnel, je n'ai cependant pas le sentiment que ce soit la technicité, éventuellement l'habilité, qui caractérise le mieux Mathieu Klein en politique. C'est plutôt sa capacité d'écoute et son intelligence de l'initiative sociale qui sont, à mon sens, sa marque de fabrique. Nous avons pu bénéficier d'un des tout premiers vaccinodromes anti-Covid installés dans ce pays au Palais des Congrès de Nancy. L'appellation n'existait pas vraiment quand M. Klein en a conçu le principe et il a donc pu être imité ailleurs. Je sais que son action est scrutée de près, à Paris comme ici, et que tant de tourbillons de la vie nationale politique aimeraient l'aspirer. C'est pourquoi je tiens à le remercier d'avoir libéré du temps pour nous rejoindre ce soir. L'Académie française a été fondée à la fin du premier tiers du XVIIe siècle sous le règne du roi Louis XIII. Le cardinal de Richelieu, Premier ministre en exercice, en devient officiellement le protecteur dès l'époque de la création. Ce noble terme consacrait le rôle éminent joué par le cardinal dans la conception de l'Académie et aussi la tutelle morale, à défaut de direction, qu'il exerça sur elle. Ce terme s'est perpétué depuis cette date et s'applique désormais aux chefs d'État en exercice. À notre échelle, et pour ce qui concerne notre compagnie, il s'instaure du temps d'André Chaunet, président du district urbain de Nancy, prédécesseur de l'actuelle métropole, et prend tout son sens sous le règne d'André Rossineau, qui a toujours su nous aider financièrement autant que moralement et nous a accueillis dans l'enceinte de la métropole du Grand Nancy. Son rôle de conseil de l'autorité politique s'est concrétisé auprès de lui, notamment lors des séances exceptionnelles de novembre qui consacrent la matinée à un échange entre académiciens de la LS et invités du président. C'est avec une grande pertinence, et nous en sommes particulièrement reconnaissants envers Mathieu Klein, que la prochaine séance exceptionnelle du 20 novembre reprendra cette formule à propos de la diversité forestière. Notre action de divulgation du progrès des sciences, installée jusqu'à une date récente au viaduc Kennedy, s'est récemment transportée vers le Muséum Aquarium de Nancy, afin d'éviter un conflit de dates récurrent avec les réunions du Conseil métropolitain. Nous restons donc ainsi dans une dépendance de la maison commune et la séance mensuelle de juin dernier a démontré la faisabilité de cette nouvelle modalité. Cher Monsieur Klein, Monsieur le maire, Monsieur le Président, je vous reçois ce soir avec beaucoup de plaisir au nom de notre conseil d'administration qui a approuvé votre nomination en tant que membre d'honneur de notre compagnie. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté de figurer sur notre liste de membres d'honneur, où vous rejoignez votre prédécesseur dans vos fonctions actuelles, d'éminents confrères luxembourgeois, dont le professeur Sec, président de la section des sciences de l'Institut Grand-Ducal, ici présent, que je suis heureux de revoir parmi nous, après cette période covidienne. Vous rejoignez aussi un prix Nobel, plusieurs membres de l'Académie des sciences de Paris et quelques scientifiques lorrains de renom. Contrairement aux fonctions politiques, cette nomination vaut pour le restant de vos jours, à défaut d'immortalité. Et je suis particulièrement heureux, en mon nom personnel comme au nom de cette Assemblée, de vous en féliciter. Alors nous avons... Oui. Alors nous avons évidemment préparé le document qui atteste de cette nouvelle situation et Emmanuel Job, secrétaire général de l'ANS, dont aucune des mains ne tremble, va vous remettre le pins.
corrigez-moi, Emmanuel. Oh. Pas raison à faire, mais... Merci. Je l'embrasse pas, Michael. Il y a quelques échantillons de littérature aussi. Merci beaucoup. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça qu'il faut encadrer. C'est ça qu'il faut, oui, absolument. Vous venez à côté de moi, j'en aurai quand même. Merci, vous pouvez vous faire un mot. Merci beaucoup. Le privilège des bavards en ce moment, c'est qu'ils peuvent se démasquer. C'est tout de même une des raisons pour lesquelles je suis toujours heureux de rejoindre une tribune ces temps-ci, parmi d'autres. Alors, je suis évidemment très heureux, et cher Jean-Marie, je vous remercie, et je remercie évidemment l'ensemble des administrateurs et des sociétaires que je suis honoré de rejoindre ce soir à travers cette distinction que vous me faites le privilège d'acquérir. Je le dis d'autant plus que j'ai bien à l'esprit ce rôle de protecteur bienveillant. Je ne crains pas que vous soyez embastillés, tout du moins, donc je ne le souhaite à personne, donc je ne pense pas avoir à mettre en œuvre les mêmes armes que Richelieu en son temps, mais je serai néanmoins à vos côtés pour protéger l'idée même de la rationalité. Alors, je ne suis pas insensible au clin d'œil d'être ainsi salué ce soir ici dans ces murs, Madame la Présidente du Conseil départemental, tant il est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous rencontrer ici, ou à Sion, ou parfois à Lunéville, en tout cas dans l'ensemble des terres et des territoires du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et je vous ai retrouvé avec plaisir à la ville et à la métropole. Pourquoi la rationalité? Parce que, d'abord, je crois que c'est ce qui doit caractériser tout acteur public, tout décideur, de pouvoir prendre ses décisions en fonction de faits, sur la base d'éléments qui sont pour chacun considérés comme les plus objectifs possibles, et en fonction de valeurs, évidemment. Car vous n'attendez pas des élus qu'ils se comportent uniquement comme des notaires, qu'ils enregistrent l'air du temps et le temps qui passe, mais bien que nous essayons, chacun à notre niveau, eh bien, de faire que les valeurs que nous portons se traduisent. Et parmi les valeurs qui me sont chères, celle de la raison, de l'esprit des Lumières, qui d'ailleurs épouse celle des valeurs de la République, et dans un territoire comme le nôtre, elle résonne au-delà des clivages traditionnels. Vous avez eu l'amabilité de citer Michel Dinet et André Rossineau. D'un certain point de vue, je me situe bien évidemment dans la filiation intellectuelle, philosophique, culturelle, politique de Michel, mais j'emmène aussi avec moi, dans mon engagement de tous les jours, une large part du bagage d'André Rossineau qui a modelé, façonné, fait grandir, porté ce territoire. Et être délégataire de l'intérêt général pour le temps que les citoyens vous en confient la charge, eh bien, impose de dépasser non pas ses convictions, pour ma part, je crois qu'il faut y rester fidèle, quelles que soient les humeurs du temps et de l'époque. Il faut savoir d'où l'on vient, être solide sur ses convictions pour justement pouvoir avancer, mais ne pas confondre les convictions et le sectarisme. De savoir qu'on peut mêler conviction et intérêt général chaque jour, et qu'on doit le faire. Et c'est donc bien aussi dans cet esprit que je suis heureux de l'honneur que vous me faites ce soir, parce que je sais votre attachement, d'abord à porter l'histoire de la Lorraine, à porter l'histoire d'une Lorraine qui a toujours été, même dans les moments où le Royaume de France était un peu moins bienveillant avec les philosophes, les penseurs, avec celles et ceux qui réfléchissaient déjà aux arts, aux lettres, à la nature humaine, aux évolutions du monde, de la société. Eh bien, lorsque le Royaume de France était parfois peu accueillant ou moins accueillant, c'est le duché de Lorraine et de Bar, et notamment la cour de Lunéville,
qui pouvait être ce refuge. Voltaire, Émilie du Châtelet, entre autres, y sont passés. Alors l'héritage lorrain, c'est aussi cela. L'héritage lorrain, c'est aussi celui, Shahin Eskirouni l'a rappelé tout à l'heure, de se précipiter de la guerre de 1870, de la signature du traité de Francfort, de la création de la Meurthe-et-Moselle telle que nous la connaissons aujourd'hui, 150 ans plus tard, qui a fait de Nancy la capitale de l'Est de la France, la capitale aux marges de l'Est, qui a évidemment été cette terre d'accueil, cette ville d'accueil des optants, de celles et ceux qui voulaient rester français. Et l'école de Nancy, pour ne citer qu'elle, il y aurait tant et tant d'illustres personnalités à mettre en valeur, mais pour ne citer que l'école de Nancy, elle est née dans ce tourbillon historique, culturel, industriel, scientifique, qui a façonné et qui façonne aujourd'hui encore l'héritage que nous avons en commun. Et dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, si prompt à balayer d'un revers de la main l'analyse, la raison, toujours avide de se jeter sur la moindre information non vérifiée pour en faire une vérité, ou tenter d'en faire une vérité, eh bien, celles et ceux qui portent, avec sérénité, calme et avec détermination, la foi dans la science, la foi dans l'être humain, la foi dans sa rationalité, sa raison, sa capacité à comprendre, sa capacité à faire le pas de côté pour justement mieux prendre en compte l'ensemble d'une problématique, eh bien, c'est ce qui doit nous guider, c'est ce qui vous guide au quotidien. Et en ça, je crois que nous avons beaucoup à partager. La période qui, je l'espère, je le dis en espérant ne pas faire de fausses prophéties, s'achèvera, cette période de crise sanitaire, a été à la fois comme un exhausteur pour toutes celles et ceux qui tapissent parfois derrière leur clavier ou leurs écrans, imaginer pouvoir injecter dans le monde tant de fausses vérités, de fausses nouvelles. Eh bien, on l'a vu avec le débat sur la vaccination, vous avez eu l'amabilité de rappeler que Nancy a été la première ville de France à vacciner les plus de 75 ans, une semaine avant tout le monde, pas parce que nous aurions eu des codes secrets, mais parce que quand tout un territoire se mobilise, quand ensemble les médecins, les politiques, les acteurs économiques, les universitaires mettent leurs énergies, leurs moyens en commun au service d'une cause, eh bien oui, là on peut commencer à déplacer les montagnes. Et moi, c'est ce que je souhaite que nous continuions à faire. Et je veux terminer en vous remerciant de l'engagement qui est le vôtre, parce que vous prolongez ainsi, pour certains, un engagement universitaire, une profession, une passion, parfois les deux, les trois. Vous prolongez à l'Académie Lorraine des Sciences ce parcours de vie qui vous rattache tant aux racines lorraines que nous avons en commun que à l'essence même de cette philosophie rationaliste de la destinée de l'humanité que nous partageons. Alors, pour tout cela, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois de la responsabilité que vous me conférez ce soir. Et vous savez pouvoir compter sur nous, départements, villes, métropoles et bien d'autres encore. Et là encore, quelles que soient les femmes et les hommes qui ont à présider à leur destinée, pour poursuivre cette fidèle et constructive aventure commune. Merci à toutes et à tous. Nous avons la chance et le plaisir de pouvoir accueillir ce soir le docteur Florian Congoli, qui nous vient du Canada où il réside. Florian Congoli est un industriel et il en vient assez peu à l'ALS. Il est spécialiste des procédés d'extraction et de transformation métallurgique. Il a obtenu sur ces sujets un master de l'Université de Montréal et un doctorat de l'université Tohoku à Sendai, au Japon. Il parle une demi-douzaine de langues, dont le français, mais il me dit qu'il a oublié le japonais de l'époque de sa thèse.
Il a fondé en 1996 une compagnie industrielle enregistrée au Canada et aux USA, spécialisée dans le contrôle des procédés pyrométallurgiques. Cette société, Flogan Technologies, dont il est resté le PDG à ce jour, a connu un développement rapide et toujours florissant. Elle a permis à Florian une reconnaissance certaine dans les milieux de la recherche et de l'innovation, notamment en métallurgie et en sciences des matériaux, où il a apporté des contributions remarquées sous forme d'articles spécialisés, plusieurs dizaines au total, de conférences invitées à un nombre impressionnant de symposiums de par le monde et de rédaction autant que de coédition d'ouvrages scientifiques. Cette reconnaissance internationale a valu à Florian Congoli de faire la une de plusieurs journaux spécialisés dans les technologies, ou encore de devenir membre de l'Académie euro-méditerranéenne des arts et des sciences. L'idée maîtresse de Florian Congoli a été ensuite l'invention des conférences internationales SIPS pour Sustainable Industrial Processing Summit, qui sont gérées par une fondation à but non lucratif qu'il préside. Lors de ces sommets, il assemble plusieurs centaines de participants chaque année autour d'un nombre croissant de prix Nobel. 9 sont prévus pour le prochain sommet en décembre prochain. Il décerne lors de ces congrès un prix à un petit nombre de personnes choisies par son conseil d'administration dans les sphères de la recherche, du management industriel et du monde politique. Par exemple, Janez Potočnik, qui fut commissaire européen à la recherche il y a quelques années. La liste des récipiendaires comporte également de nombreux grands noms de l'industrie minière et de la sidérurgie, comme Maurits van Kamp, directeur d'Umicore en Belgique, ou Nobumichi Takamatsu, directeur général de Nippon Steel au Japon. Parmi les chercheurs, dont plusieurs prix Nobel, votre serviteur fut le premier Français à obtenir le prix au titre de la recherche. Cet outil lui permet d'attirer l'attention des médias sur les retombées pratiques issues des laboratoires et de montrer leur valeur aux participants au sommet, comme le font pour leurs propres ressortissants les milieux du show business ou outre-Atlantique, ceux des affaires et de la politique. En même temps, les colloques SIPS ont attiré l'attention des médias sur Florian Congoli, dont le portrait a été affiché à Times Square à New York, vous avez vu la photo s'afficher sur l'écran, ou qui s'est vu récemment décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville de Rio. Il n'hésite pas en échange à partager cette renommée avec ceux qui l'accueillent, comme le montre sa vidéothèque et comme le montrera, pour ce qui concerne Nancy, le film qu'il a entrepris de tourner. Donc, quand j'ai écrit ces lignes, je ne savais pas que Florian a déjà commencé et qu'il a diffusé depuis mardi en direct, en streaming, comme on dit, à plus de 20 000 personnes dans le monde entier, les images qu'il a tournées, place Stanislas, ou qu'il tourne en ce moment, si tout se passe bien. Et par conséquent, Monsieur le maire de Nancy, en lui décernant hier soir la médaille d'or de la ville, ou nous-mêmes, en le faisant membre d'honneur de la LS, comme je le ferai tout à l'heure, trouverons en Florian un ambassadeur de notre région auprès des nombreuses instances internationales dont il fait partie, ou ce qui est plus rare, auprès des dirigeants et des sommités internationales de la science qu'il rencontre. Florian Congoli nous parle ce soir de son sujet de prédilection, le développement durable, et il nous expose ses concepts en matière d'exploration, d'exploitation et de transformation des ressources minières. Sa langue naturelle est l'anglais, mais il parle aussi le français comme on le parle dans la belle province. Florian, if you are ready. Alors, donc ça, c'est les contraintes du direct. Le direct étant fait avec un relais à Rio de Janeiro, qui diffuse ensuite dans le monde entier à peu près 25 000 personnes. Oui, 5 ?
Bon, j'y arriverai. Mais j'ai un peu d'entraînement là depuis mardi matin. Florian? Voilà. Alors, je suis très heureux d'être ici pour la première fois et d'avoir la chance de vous présenter la séance plénière de la rentrée officielle de l'Académie Lorraine des Sciences. D'abord, je voudrais dire que c'est un bon signe que on avait deux politiciens ici dans une académie de sciences. Normalement, c'est juste un partout dans le monde. Il y avait deux. Ils sont partis maintenant, mais ok, on le comprend. Mais ça, c'est un bon signe. Normalement, les politiciens, même s'ils font l'extrême pour évaluer la science et la technologie, quelquefois, ce n'est pas sincère, quelquefois, c'est juste un peu de... à côté de... il faut le faire, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais donc, ça, c'est un bon signe ici. Je voudrais juste vous présenter un des sujets qui me tient à cœur il y a longtemps, le développement durable dans les ressources minières et dans les procédés d'exploitation des minéraux. Ça, c'est un des graves problèmes. On a un grave problème aujourd'hui, et ça, c'est minimiser l'effet de transformation des minéraux dans le chauffement climatique et dans le contenu de CO2 dans l'atmosphère. Et un des grands polluteurs, c'est l'industrie lourde, entre autres les minéraux et la transformation des procédés pour arriver aux métaux purs. Donc, qu'est-ce que c'est le développement durable? Vous connaissez très bien, vous avez entendu beaucoup. Avant tout, je voudrais vous mentionner qu'on est dans une situation où les nouveautés de science crachent avec la réalité. Donc, avant de dire tout ce que je vais dire, je vais laisser cette vidéo, c'est en anglais, mais on ne peut pas faire autrement. Et pourquoi je vous montre cette vidéo, je vais l'expliquer après. Donc, pour le moment, je vais... Operator, what is emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good. Joanna, we've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Dans à peu près dans moins de 2 minutes, on sauve une vie à cause
invention des drones. Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Donc, un très bon exemple, la science et la technologie à la service de la société et de l'humanité. Et une autre vidéo qui montre une réalité différente. Give me your fucking money! Fucking whoa! Put your wallet in the bag! Do it, motherfucker! I'm not giving you my fucking wallet. Is that a gun? Whoa, Did I whoa, start a whoa, bitch? whoa, 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 Jesus Christ! Hang on, I got Shoot you in the it. fucking face! Put the money in the bag now! What you got? What? Donc, l'autre côté de la médaille. Je vous explique plus tard pourquoi j'ai montré les deux vidéos. Alors, c'est quoi la définition et les critères de développement durable? D'abord, c'est protection environnementale. Ça, tout le monde le connaît. Mais aussi, en même temps, c'est développement économique. Pratiquement, quelquefois, on oublie. Et la troisième fois, c'est développement social. Pour avoir un développement durable, on doit remplir ces trois conditions en même temps. Si une de ces conditions n'est pas remplie, on n'a pas de développement durable. Mais il y avait toujours dans la littérature une confusion totale dans la définition et les facteurs qui influencent dans un développement durable. Normalement, il y avait plusieurs critères, plusieurs acteurs. Les objectifs ont été mélangés. J'ai participé dans plusieurs conférences, dans plusieurs réunions de plusieurs sociétés. Tout le monde il disait qu'il faut entrer dans la définition de durabilité, le gouvernement, la culture, les droits des autochtones. Tout le monde voulait mettre là-bas tout. Mais toutes ces questions sont tous importantes. Le problème est que ça a créé une confusion dans la définition de développement durable, du concept de développement durable. À cause de ça, nous on a vu que la culture a fait un fait de développement social. La politique, le gouvernement, les institutions sont les acteurs. Les lois, ils peuvent atteindre ou compromettre le développement durable, les critères de développement durable. Donc, il y a une différence entre les critères et les acteurs qui peuvent aider ou détruire le développement durable. Et à cause de ça, nous on a développé un cadre nouveau de la durabilité. Les acteurs que j'ai mentionnés, d'abord, qui peuvent atteindre ou compromettre le développement durable,
D'abord, c'est la science, technologie et la pratique industrielle. La gouvernance exécutive, législative et juridique, et l'éducation et la société civile. Pour nous, ce sont ces trois piliers ou les facteurs principaux qui ont un effet sur le développement durable. Donc, si ces piliers coopèrent ensemble et le but est de remplir simultanément les critères de durabilité, alors nous, on est dans la bonne voie. Et ici, c'est notre définition de cadre de développement durable. Donc, vous voyez là-bas, c'est en anglais, mais donc les trois critères, c'est le développement social, la protection environnementale et la croissance économique. Si on remplit ça en même temps, on a de durabilité. Mais qui sont les acteurs que j'ai mentionnés? C'est sciences et technologie, la gouvernance et la gérance et l'éducation et la société civile. Donc, tous d'autres acteurs, si on parle d'éducation, si on parle de la culture, ça entre dans l'éducation et la société civile. Si on parle de la loi, si on parle de gouvernance, là-bas, on a les critères de gouvernance et la gérance d'une compagnie industrielle. L'autre, la science et technologie. Science et technologie, pour nous, c'est principal et je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est quoi le rôle de la science? Donc, chaque profession est également importante. Mais pour nous, il y a un ordre d'action, un ordre de priorité. Et ça commence par science et technologie. Et la technologie a le dernier mot. Vous avez vu dans les deux vidéos que j'ai montrées. Donc, c'est une nouveauté dans la technologie, le drone. Il peut utiliser en fonction, à côté positif pour aider la société, mais il peut être utilisé à côté négatif pour faire n'importe quoi. Donc là-bas, la différence est dans le développement durable. Pourquoi la science et la technologie a le rôle principal dans le développement durable? Parce que la science et la technologie, d'abord, il a un rôle perturbant. Toujours qu'on a un problème, toujours qu'on a une situation globale liée à la société, toujours la science est capable, le premier devoir est d'analyser les facteurs pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, la science d'abord a le rôle perturbateur. Il perturbe la réalité, il force les gens d'y penser de nouveau. Mais il y a aussi une confusion partout. Ça, c'est un livre publié en 2018 aux États-Unis. Et si vous voyez dans le titre, il dit que c'est la fin du monde, à peu près. Si on ne traduit pas mot par mot. Et qu'est-ce qu'il dit? Les critères, les conclusions du livre. Oh. La seule réponse vraiment morale au changement climatique mondial est de se suicider. Je ne rigole pas. C'est la conclusion du livre. Oh. Juste un moment. Il y a tout simplement plus de moyens efficaces de réduire votre empreinte de carbone. Selon lui, il n'y a plus. Une fois mort, vous n'utilisez plus de l'électricité, vous ne mangez pas de viande, vous ne brûlerez pas plus d'essence et vous n'aurez certainement plus d'enfants. Et on sauve le monde, selon l'auteur. Donc, si vous voulez sauver la planète, vous devrez mourir. Le livre est là, vous pouvez acheter et le voir. Ce sont les conclusions pour sauver le monde. OK. Si on continue. Mais ça, c'est pas récent. Si on s'en va à Malthus, en 1798, c'est fameux, ce livre-là. Il a eu un modèle mathématique. Et il a dit que la population du monde, la croissance est exponentielle.
Donc, il a dit que la population augmenterait de façon exponentielle, tandis que la production alimentaire ne augmenterait que de manière arithmétique et provoquer la famine, à moins que la naissance ne soit contrôlée. 1798. Mais est-ce qu'il était erroné? Le modèle mathématique, c'était à peu près vrai. Depuis 1955, la population augmentait en taux plus que 2 fois supérieur au taux de maximum prévu de Malthus. Donc, le modèle mathématique, ce n'était pas faux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce livre-là, il a perturbé la réalité. Il a forcé les gens de repenser. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Le problème est que les solutions proposées étaient à l'extérieur de sciences et technologies. C'était une solution au niveau politique. Qu'est-ce qu'il a proposé? Réduire la population avec contrôle positif, augmenter le taux de mortalité en utilisant la faim, la maladie et la guerre. Contrôle préventif, réduire le taux de natalité en utilisant l'avortement, le contrôle de la naissance, la prostitution, le rapport du mariage et le célibat. Donc, il y a deux côtés de la médaille ici. La première partie est correcte à peu près. Donc, le modèle mathématique, ce n'est pas faux. Mais les solutions qui sont proposées sont à l'extérieur de la science, c'est au niveau politique. On continue. Un livre très fameux aux États-Unis, en 1975. Donc, qu'est-ce que les États-Unis seront... Qu'est-ce qui va arriver là-bas en 1975? Donc, les conclusions du livre, il serait impossible de nourrir l'ensemble de la population mondiale à court terme. Une famine généralisée en serait le résultat inévitable en 1975. Le modèle mathématique n'était pas faux. La population mondiale a augmenté de plus que 2 milliards au cours de 25 années écoulées depuis la seconde moitié du XIIe siècle. Donc, les modèles mathématiques donnaient une bonne conclusion. Donc, la science a perturbé encore. Mais les solutions proposées étaient un système de triage. Qu'est-ce qu'il disait pratiquement? On va sélectionner qui est le pays qui ça vaut la peine de le sauver et qui est le pays qui doit être laissé mourir. Donc, c'est ça la conclusion du livre. L'autre, the population bomb, la bombe de population. Ça, c'est publié, même si c'est un best-seller lui aussi, en 1968. La population mondiale depuis 1930 avait doublé, passant d'environ 2 milliards, à peu près de 4 milliards, à une seule génération. Encore une fois, les modèles mathématiques, c'était correct, à peu près. On ne peut pas dire 100%. Il n'y a pas de modèle mathématique 100%. Mais la population s'est augmentée beaucoup. Donc, le problème est... Donc, jusqu'à maintenant, la science a perturbé la réalité. Et c'est un bon signe, ce n'est pas mauvais. Le problème est... la solution proposée, c'était à l'extérieur de sciences et technologies. Toujours, c'était un triage pour déterminer qui est le peuple qui doit mourir et qui ça vaut la peine de le sauver. Maintenant, on revient un peu plus récent. 1972, un gros livre de Club de Rome, The Limits of Growth. Ça, c'était très populaire dans ce temps-ci. C'était toujours un modèle informatique qui analysait la consommation de la production et la production mondiale des ressources. La conclusion, la population, les besoins alimentaires, l'industrialisation, la pollution et la consommation des ressources naturelles non renouvelables continuaient de croître de façon exponentielle et la capacité de technologie d'augmenter les ressources n'augmentait que linéairement. Alors, épuisement prévu des ressources et affondrement économique associé d'ici la fin du deuxième siècle ou d'ici au milieu du XXIe siècle.
On est à peu près là. Donc la conclusion scientifique n'était pas fausse, à peu près c'est vrai. Mais le rapport avait un très grand effet perturbateur dans la société. Et on continue. Le Global 2000, le rapport au président américain Jimmy Carter en 1980. À peu près les mêmes conclusions. Le monde en 2000 sera plus surpeuplé et plus vulnérable aux perturbations que le monde dans lequel nous vivons actuellement, donc 20 ans plus tard. Il y a une limite de growth, il met une limite de la capacité de croissance. Mais, en fait, ce n'était pas faux. Le problème est qu'il n'y avait pas de conclusion claire. Donc, les modèles, les conclusions et les modèles de la croissance démographique sont plus ou moins corrects. La population a considérablement augmenté, surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, tous les livres avec le modèle mathématique, ils prédisent, les prédictions étaient à peu près correctes. Ça, c'est la courbe selon les Nations Unies. Donc, il y a une croissance exponentielle de la population du monde. Donc, jusqu'à maintenant, on est correct. Mais, le grand problème de tous ces auteurs est que toutes ces solutions étaient choisies à l'extérieur de la science. Il y a une contradiction. Ils utilisent la science pour trouver les problèmes, pour perturber le monde, mais quand ils proposent les solutions, la science n'est pas dans le cadre. Ils oublient la science. Ils sont des scientifiques. Ils créent des modèles, ils font les régressions linéaires. OK, il y a une crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, oublie la science pour le moment, il faut faire d'autres choses. Donc, la question est, pourquoi? Vous avez vu la prédiction en 1900, à 2000, en 1975, le monde aurait fini, on n'aurait pas assez de nourriture, tout ça. Donc, le monde, si on suivait les livres, donc nous, on ne devrait pas être ici aujourd'hui. Le monde devrait être fini il y a longtemps. La question est pourquoi nous, on est toujours ici? Pourquoi toutes ces prédictions, même si le modèle était correct, ne sont pas vraies. Donc, on connaît ça parce que nous, on est ici. Il n'y a pas de crise de nourriture. Il n'y a pas de crise. Est-ce que c'est similaire à ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise de changement climatique? Et ce sont les mêmes théories aujourd'hui. Mais il y a une histoire depuis 1798. Ce sont à peu près les mêmes théories qui se recyclent. Le problème est pourquoi ce n'est pas arrivé tous ces propos? Parce qu'à cause de la science et de la technologie. Pourquoi? Par exemple, la révolution verte, ce n'est pas lié avec la conception verte aujourd'hui, dirigée par Borgland. C'était une série d'initiatives de recherche et développement, de transfert de technologie qui a augmenté la production agricole et le développement de variétés de céréales à haut rendement. Il y a plusieurs extensions des infrastructures d'irrigation, de modernisation technique de gestion, plusieurs initiatives. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1968, les travaux de professeur indienne Swaminathan ont fait que les récoltes à l'Inde ont été augmentées de 12 à 17 millions de tonnes. Et l'Inde, c'était dans les pays, dans une des livres là-bas, c'était un des pays qu'il ne faut pas préoccuper beaucoup là, il devait être laissé mourir. Mais en 1960, la personne, le père de la révolution verte, c'était parce qu'il a augmenté la productivité. Ce n'est pas la conception verte d'aujourd'hui. Donc, il a eu le prix Nobel à cause de cette invention. Pratiquement, il a sauvé l'Inde de ces prédictions terribles. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment?
Si vous voyez, ça c'est les données des Nations Unies. Chacun d'entre vous peut aller dans leur site web et pour voir. Vous voyez ici qu'est-ce qui se passe? De 1961 à 2016, l'augmentation de rendement de tous les produits laitiers, nourriture, tout, a été augmentée à peu près de 200% à 400%. Et la population a augmenté de à peu près 130%. Donc, la science elle a prouvé qu'elle peut trouver les solutions, pas juste perturber, que c'est une bonne idée de nous perturber chaque fois que nous on a besoin, mais aussi elle offre les solutions, et les solutions elles sont claires. C'est pour ça qu'on n'en a pas la famine qu'il avait dans les livres disaient dans leur prédiction. Et c'est ça en forme de graphe. Vous voyez que la production d'agriculture et toutes les sortes de nourriture sont augmentées beaucoup plus que la population. Il y a des détails là-bas, mais dans tous les pays, pauvres, développés, non développés, la conclusion est la même. Ça ne change pas. Donc, et en même temps, donc on peut avoir plus de nourriture, mais en même temps, la qualité de vie a augmenté. Life expectancy, la qualité a augmenté. Ça veut dire que si vous voyez de 1960 à 2016, pas seulement nous avons assez de nourriture, mais aussi la qualité de vie a augmenté. Et ça, c'est la durabilité. À cause de la science et de la technologie. Donc, ça, vous voyez où est-ce qu'on est, c'est quoi la différence. Maintenant, moi, j'ai montré une photo au début quand il y avait une lutte entre l'automatisation, un drone et un oiseau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on est à l'automatisation ou l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Tout le monde, la plupart des gens qui ne sont pas vraiment dans les sciences exactes, sont contre l'automatisation et l'intelligence artificielle. Dans un article dans New York Times, le 24 août 2013, le titre était « Comment la technologie détruit la classe moyenne ». OK? Donc, il dit que la technologie, c'est pas bon. Il nous prend les postes de l'employé et tout ça. Et les auteurs étaient des économistes. Et il y a plusieurs comme ça. Donc, plusieurs auteurs, et quelques-uns entre autres sont fameux. Ils sont contre la technologie, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il dit, il nous prend le nombre de postes d'emploi. Donc, ça veut dire que crée des problèmes de société. Enfin, nous, on est contre ça. Ça, c'est un livre que j'ai édité en 1912. Et maintenant, il y a à peu près plus que 80 000 copies downloadées. Nous, on classifie l'automatisation complètement différemment. Et lié aux besoins modernes de développement durable du XXIe siècle. Le XXIe siècle. A pour l'objectif de faire plus avec moins. C'est un des principes de durabilité. Remplace la partie routinière du travail humain par l'utilisation des machines. Mais oui, quelques postes seront perdus. Une partie des travailleurs qui travaillent dans la routine, ils ont besoin d'avoir notre éducation pour se concentrer dans la partie plus
dans la partie plus innovative. Et en même temps, il augmente la qualité des produits et la productivité. Donc, libère l'espace et l'énergie pour les humains pour qu'ils puissent se concentrer dans le développement de nouvelles technologies. C'est surtout, il y a des postes d'emploi qui vont disparaître, mais c'est le rôle du gouvernement pour aider et financer le changement de poste de travail de ces personnes-là. Donc, c'est une recette la plus réussie pour la race humaine vers l'objectif de développement durable. Pour nous, c'est un concept complètement différent. Et on peut aller en détail pourquoi. Pourquoi il est durable. Et on a comme guide les critères de durabilité et le cadre de durabilité que j'ai mentionné avant. Dans la dimension environnementale, le contrôle provient... l'automatisation contrôle et provient des émissions de nombreux gaz à effet de serre et polluants de l'eau. Il économise l'énergie globale et réduit le coût à court terme et à long terme. Contrôle et fait la prévention des émissions de gaz à effet de serre et les polluants de l'eau. Il m'a échappé ici, là, c'est en anglais. Donc, et il sauve de l'énergie et réduit les coûts à court et à long terme. À côté économique, dans la dimension économique, pourquoi est durable? Parce qu'il stimule la croissance innovante. On est dans l'université de Lorraine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait l'innovation. Crée et maximise la valeur ajoutée, augmente la productivité, l'efficacité et la qualité des produits au-delà de ce que nous pourrons être réalisés par l'être humain. Économise du temps, des efforts, des ressources financières dans le cycle global et dans son ensemble. Et favorise la création de nouveaux emplois, mais qui sont plus innovatifs, pas la routine, dans plusieurs domaines. Donc, ça c'est le deuxième critère. Mais à côté de dimension sociale, augmente le niveau de vie des humains, car elle, en remplaçant les tâches routinières et chronophages, il libère l'espace pour une meilleure qualité de vie. Donc, toutes les routines peuvent être faites par les robots. Ça, c'est augmentation de la qualité de vie. La qualité de vie, ça s'améliore. Ça change la culture humaine de manière positive en préconisant une formation continue pour de nouveaux emplois non routiniers, j'ai mentionné déjà ça, et aide la partition des bénéfices proportionnels aux emplois innovants et aux emplois innovants qui sont créés. Donc, c'est vraiment une activité qui sert à développement durable. Mais c'est quoi le rôle du gouvernement ici? Ça, c'est en anglais, il m'a échappé ça. Le rôle du gouvernement est de financer tous ces gens qui perdent l'emploi à cause de l'automatisation. Donc, en financement de cours, de les diriger vers les types d'emplois qui sont plus innovatrices. Et ça, c'est correct. Ça, c'est le rôle du gouvernement. On n'est pas contraire parce que le gouvernement, c'est des piliers que j'ai mentionnés dès le début. Et il aussi met en place des cadres légaux et judiciaires pour que les nouvelles technologies ne finissent pas comme la deuxième vidéo que j'ai montrée. Chaque technologie peut être utilisée pour l'humanité ou contre l'humanité. Même le prix Nobel, même Alfred Nobel, son invention, c'était la dynamite. Après, il a vu, c'est ça l'histoire. Donc, mais le dynamite, il était pour les minéraux, pour transformer les minéraux dans les mines. Et dans la guerre, il est transformé comme un moyen de la guerre.
Donc, chaque technologie, il y a un risque. Et c'est le rôle du gouvernement, de cadre politique et juridique, de régler ce problème-là. Donc, chacun a un rôle. Une autre confusion. OK, recyclage ou mise en décharge. Qui est le plus durable? Et ici, la science a un rôle décisif. Pourquoi? OK. On parle d'un paradigme central de la science et de l'ingénierie des matériaux. Dans la littérature, vous allez voir que ce paradigme se décrit comme ça. C'est le traitement qu'on fait avec les matériaux. Ça nous donne une structure qui nous donne des propriétés et qui assure une performance. Et c'est correct. Le problème est qu'il y a quelque chose qui manque. Et nous, on a ajouté ici la réutilisation, recyclabilité. Donc, il y a rien là-bas, mais là-bas, on n'était pas dans on ne connaît pas le développement durable là-bas. Ici, ça c'est, on l'appelle, nous on a développé ça, le paradigme central modifié de Material Science and Engineering, de sciences matériaux et de sciences des matériaux et de l'ingénierie des matériaux. Donc, c'était notre contribution. Le paradigme central de la science et de l'ingénierie des matériaux a été décrit aussi par Olson en 2001 selon 7 schémas. Et c'est à peu près la même chose. Donc, on fait le traitement, on a une structure, on obtient des propriétés et nous donne une performance. OK, ça c'est objectif et moyen, ça c'est cause et effet. Mais ici, il manque quelque chose qui manque ici. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui manque ici? C'est vraiment la dimension de développement durable que nous, on explique comme ça. Donc, c'est à peu près la même chose. On a un traitement, on a une structure, on a une propriété qui sont... on a réussi, on a une performance, mais il faut avoir un critère de recyclabilité dès le début. Quand on fait un nouveau matériel, quand on travaille, on essaie de trouver quelque chose qui est nouveau. Donc, jusqu'à maintenant, à la fin, nous, on pensait de la performance. Mais on ajoute aussi, il faut penser pour la recyclabilité aussi. Donc, on développe un matériel qui remplit tout ça, mais aussi remplit la recyclabilité. Dès le début, il ajoute une restriction qui, quelquefois, c'est pas évident, c'est difficile, mais c'est pour être durable, pour avoir un développement durable, il faut avoir ce critère-là, et ça, c'est un cycle. Donc, c'est quoi le rôle du gouvernement dans le recyclage? Il y a plusieurs compagnies qui ont couru et ils ont ils ont inventé ils ont créé des compagnies, des entreprises qui s'occupaient juste pour le recyclage. Dans un an, la plupart d'eux ont fait faillite. Pourquoi? Parce que les technologies n'étaient pas faisibles. Pourquoi? Feasible. Pourquoi? Parce que le coût était très haut. Donc, on peut faire la transformation, on peut faire le recyclage, mais si le coût est très haut, on ne peut pas vraiment arriver à n'importe où, parce qu'on perd de l'argent. Alors, c'est quoi le rôle du gouvernement? De faire une subvention, ce n'est pas l'idéal, mais aussi de mettre en place un cadre juridique pour la collecte des déchets. Les compagnies privées ne peuvent pas faire ça. C'est le rôle du gouvernement. Donc, aussi de sensibiliser la population pour la nécessité de technologies durables et le recyclage. Donc, le gouvernement a un rôle à faire. Mais, surtout, c'est la science qui, c'est pour ça que je répète ça, c'est ici la clé. Parce que quand on fait un développement d'une technologie de recyclage, et le coût est très haut,
c'est la science encore qui va trouver la solution. On ajoute le critère d'économie, la minimisation de coûts. Et alors, si on a une technologie de recyclage qui remplit cette la croissance économique, ça doit être feasible économiquement, alors on n'aura pas de compagnies qui auraient fait faillite, qui s'occupaient juste avec le recyclage. Donc, pourquoi je fais ça? Au début, j'ai dit que la science est un grand disrupteur. Mais surtout, et tout le monde maintenant, il oublie qu'elle fournit les solutions. Au début, il y a plusieurs années, les politiciens ont été critisés parce qu'ils ne prenaient pas de décisions basées sur la science. Maintenant, les politiciens, ils font lip service, mais de toute façon, ils disent, OK, on se base sur la science, on se base sur les équations régressives et les conclusions de la science. Mais il arrête là. Et il ne voit plus, pas encore, la science comme un solutionneur. Toujours, c'est le défaut dès le début. Les solutions sont cherchées à l'extérieur de la science. Pas toujours, mais c'est à peu près la norme. Donc, la science, c'est perturbateur, ça perturbe les frontières. Par exemple, je vous donne quelques exemples, vous pouvez, j'avais mentionné ça plusieurs fois. Donc, le PDG de Daimler-Benz, il disait que les vrais concurrents de Mercedes-Benz sont Tesla, Google, Apple, Amazon. Uber, c'est un logiciel, il n'y a pas de voiture, mais c'est à peu près l'une des grandes compagnies aujourd'hui de taxi au monde. Il n'y a pas de taxi. Donc, Airbnb, c'est un outil, c'est un logiciel. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'hôtel partout dans le monde, mais c'est une grande chaîne hôtelière. Les logiciels diagnostiqueraient mieux le cancer que les humains. Ça, on est à peu près là. Donc, on perturbe toujours. Les logiciels reconnaîtront mieux les visages que les humains. C'est prévu qu'en 2030, les logiciels deviendront plus intelligents que les humains. Il y a un grand risque ici. J'ai montré les deux vidéos au début. C'est ici le rôle du gouvernement, de faire le propre cadre juridique et politique pour que ça ne devienne pas ça, ça ne devienne pas un risque. Mais le risque toujours est là. Le dynamite a été inventé pour les mines, utilisé dans la guerre. Donc, mais ça, ce n'est pas une raison d'être contre le dynamite. Par exemple, je vous donne un autre exemple. On est dans une crise énergétique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne, il a fermé à peu près tous les réacteurs nucléaires. Pourquoi? Le réacteur nucléaire, normalement, il produit une énergie propre. Le seul désavantage est qu'il y a un risque. Mais montre-moi en technologie qu'il n'y a pas de risque. J'ai montré les drones. OK, les drones sauvent les vies. Oh, mais il y a des gangsters qui utilisent les drones pour des criminalités. Et c'est quoi la conclusion? On élimine les drones? C'est la même logique qu'il y a dans l'Allemagne. Donc, il y a un risque. Oh, il peut arriver ça. OK, mais c'est la science et technologie qui peut faire plus sécurisé. C'est des projets sans fin. Envoyer de l'argent aux chercheurs pour faire plus sécurisé, faire ça. Donc, les conclusions, quelquefois, les politiciens se perdent l'expertise. Il y a des pressions aussi, partout, dans la plupart des sociétés, des secteurs de société. Les logiciels conduiront mieux les voitures. Donc, ça, c'est à peu près Google a fait ça. C'est pas sécurisé encore. Il y a plusieurs éléments. Mais ça ne veut dire pas que ça peut pas arriver. Il peut être utilisé pour des criminalités. Mais oui. C'est normal. Donc, mais on n'aura pas des accidents de voiture. Normalement, même on n'aura pas besoin de l'assurance de voiture. OK. Alors, le lobby de l'assurance, ça va être
comme ça va être dans la porte des politiciens. Il ne faut pas accepter ça parce que nous voulons perdre le travail. Mais l'assurance, c'est routine. C'est un travail routine. Donc, il faut aller chercher d'autres solutions innovatives. Donc, avec l'aide du gouvernement au début. Mais c'est ça, il faut se concentrer. Pas dans la routine. Ça, c'est 100% routine. Non, et ils ne perdent jamais par hasard. Ils sont toujours, leur bilan, c'est toujours positif. Ils ne perdent jamais. C'est un business toujours gagnant. Il n'y a pas de société d'assurance qui a fait faillite dans le monde, jamais. Alors, on continue. Le logiciel scannera la rétine, effectuera une analyse de sang lorsque vous respirez dans un appareil. Ça semble comme science-fiction, mais on est à peu près là. Est-ce que peut être utilisé? Est-ce qu'il y a un risque? Tous ces points-là, il y a un risque. Mais ça ne veut dire pas qu'il faut jeter dans la poubelle. L'eau propre, on a beaucoup de l'eau dans l'océan. Aujourd'hui, ce n'est pas feasible. Ça coûte très cher à lever pour le faire comme l'eau potable. Mais c'est possible. Ici, le problème est l'économie. Si tu fais une compagnie, seulement avec ça, tu vas être avec les pertes. Sauf si le gouvernement donne l'argent, mais ce n'est pas la solution, ça. Et le logiciel identifiera toutes les maladies. Donc, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'était notre motto. Atteindre la durabilité, premièrement avec la science et la technologie. Tous les moyens sont bons. De sauver l'eau, de laver les mains 2 fois. Au début, il disait, il ne faut pas se laver en laine. C'était une théorie très connue. Et pour sauver de l'eau, il faut laver les mains 2 fois par jour. C'est vrai. Et aujourd'hui, à cause de Covid, qu'est-ce qu'on dit? Il faut laver les mains 20 fois par jour. C'est bon. Toutes ces choses-là, toutes ces actions, on n'est pas contre. Le problème est, qui a le fait primordial? C'est la science et la technologie. Qui sont les personnes qui donnent les solutions? Les personnes les plus importantes au monde, qui sont? Où est-ce qu'on les trouve? Quelque part? Non, c'est ici. Vous êtes les personnes les plus importantes au monde à côté de sustainabilité, les scientifiques. Ils ne sont pas quelque chose pas inconnu. Vous êtes le plus important au monde pour arriver à la développement durable. Donc, ça, cet objectif-là, c'était toujours les objectifs de Flogan Technologies, une compagnie d'autres technologies, surtout dans 2 voies. De transformer les technologies existantes en technologies durables. Il y a beaucoup à faire. Minimiser l'énergie, minimiser le CO2, transformer, faire plus efficace, et tout ça dans plusieurs secteurs. Et aussi, mais ce n'est pas assez, ça c'est au niveau technologique seulement. Mais on a dit qu'on a besoin aussi de créer des incentives pour la nouvelle génération de venir. Ici, là, je ne vois pas beaucoup des étudiants. Donc, et dans tous les pays développés, le nombre d'étudiants qui s'en vont en sciences et en technologie est en train de chuter, sauf la Chine. Et ça, il faut bien tenir compte de ça. Seulement la Chine, le nombre des étudiants en sciences et en technologie, c'est en train d'augmenter. Dans tous les autres pays, ça va comme ça. Parce qu'il y a plusieurs solutions. C'est pour ça le rôle de cette société avec un but non lucratif, c'est exactement ça. Et aussi, de mettre dans le piédestal le scientifique. La société ne respecte les scientifiques comme il faut, ne respecte pas les ingénieurs comme il faut. Oui, nous, on respecte l'un à l'autre entre nous, mais nous, on est dans le bulle, isolé. La société ne voit pas avec les valeurs que nous on apporte à la société. C'est une grande contradiction. Et aussi, le but
le sommet du processus industriel durable. Exactement, les objectifs sont là. Maintenant, nous, on a fait tout ça pour finir avec un ton positif. Donc, ça, c'est un des vidéos que nous, on a fait pour mettre en relief la coopération entre les entrepreneurs, les scientifiques, le gouvernement. Et aussi, pour nous, les scientifiques sont les Prométhéeus. Les Prométhéeus, vous connaissez l'histoire de Prométhéeus. Donc, lui, il était sacrifié pour l'humanité. Et à la fin, ils lui ont donné droit, mais quand il était déjà... Donc, juste 2 petites vidéos pour finir. Ça, c'est un peu... Oh non, il faut que je revienne. C'est pas ça le premier. Ça, c'est juste pour donner l'idée. What science and engineering can do when coupled with a wise entrepreneurship. Here we witness one of the results. Rockefeller Center in the middle of New York City, a landmark of this city. It was built in 1930 by Rockefeller Jr., a wise entrepreneur who coupled with scientists and engineers and using the latest technology to build one of the highest skyscrapers of the time, to build the biggest park in New York City. This is what happens when science, engineering and entrepreneurship get together. They make things done. They change the face of cities and the world forever. This is all what CIPS is about. Come and join this action and change the face of the world forever through sustainable development. OK, ça c'était pour la même idée maintenant dans le COVID.
Happy and sustainable New Year. December 2020 proved that miracles can be achieved when government properly funds science and they cooperate. See you in December 2021 in Phuket, Thailand, in the middle of the summer to celebrate the triumph of science over COVID. C'est notre message, la magie de la science. Et je vais expliquer. Maintenant, on choisit les meilleures places au monde pour nos conférences internationalement. Pourquoi on choisit les meilleurs endroits au monde pour les scientifiques et les ingénieurs? C'est intentionnellement, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne... Pourquoi la société ne voit pas assez bien les ingénieurs et scientifiques? Parce que de notre côté, c'est notre faute. Nous, on doit travailler ensemble pour augmenter le niveau de la respect de la société. Donc, ici, normalement, les scientifiques et les ingénieurs préfèrent d'aller dans les hôtels avec 3 étoiles. Quelquefois, quand ils voient des vidéos comme ça, ils disent « Oh, la compagnie ne me laisse pas. Pour nous, un hôtel avec 3 étoiles, c'est correct. On est des scientifiques, on est des chercheurs. C'est ça qu'on mérite. » Et ça, je ne dis pas ça, là, c'est la chose que j'entends toujours dans plusieurs scientifiques et chercheurs. C'est pas bon. C'est pour ça la nouvelle génération, ils voient les acteurs de cinématographie, ils voient les acteurs de Hollywood, dans les hôtels de 5 étoiles, ils créent la fosse, parce que pour être un acteur très, très connu, c'est du travail fort. Pendant plusieurs années, ça vient comme ça. Mais c'est misconfiguration, c'est misinterprétation des données. Donc, les plus belles places au monde, ça appartient aux scientifiques et les chercheurs et les ingénieurs. C'est intentionnellement pour augmenter ce qu'il manque chez nous, pour retirer les gens de venir dans les universités, dans les domaines scientifiques. Donc,
C'est ça le but, tout c'est intentionnellement, et on veut que ça soit arrivé. Le but est, on est en mi-chemin, on n'est pas tout là. Mais c'est ça mes derniers mots. Merci beaucoup. Alors on a du temps pour quelques questions. On va commencer ici. Jean-Dominique de Corvin. Merci pour cette brillante démonstration. Vous êtes parti du fait que le premier mot et le dernier mot, c'est pour la science. Mais finalement, vous avez bien montré que ce que produit la science, suivant l'usage qu'en fait l'homme, ça peut être pour son bien ou pour son mal. Et qu'en définitive, l'arbitre, c'est le monde politique, c'est la culture, ce sont les valeurs. La loi. La loi, c'est tout ce que nous a dit tout à l'heure Mathieu Klein. Donc, tout dépend de la façon dont les politiques vont interpréter les résultats de la science et les contrôler, finalement, avoir un rôle d'arbitre. Bon. Là, Plus ou moins. Votre travail, c'est de montrer l'importance et la valeur des scientifiques, des ingénieurs, qui finalement, quand on regarde bien, un joueur de football, c'est mieux payé qu'un prix Nobel, n'est-ce pas? Donc c'est de les valoriser. Ouais. Mais le point finalement important, et je dis ça non simplement parce qu'ici, il n'y a plus de politique dans cette salle à l'heure à laquelle nous parlons. Ils devraient être là, ils sont partis. Pour vous, de quelle façon est-ce qu'on peut améliorer non seulement le niveau scientifique, technique et l'intérêt pour la science, ce que nous essayons de faire à l'ALS, de la population générale et des étudiants, mais comment faire en sorte que ces progrès de la science soient bien intégrés pour le bien de l'humanité par les politiques? Est-ce que vous avez des solutions, des propositions? Et ma deuxième question, c'est quel serait pour vous l'enjeu principal au niveau technologique actuellement pour essayer effectivement d'éviter la destruction du monde par le changement climatique? Oui. Donc, d'abord, la première question était que qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de solution magique. Ce qu'on fait ici, dans notre travail, ça fait partie de ça. Le but. Donc, nous, normalement, j'ai invité le monsieur le maire de venir dans notre conférence. On invite les politiciens dans chaque année dans notre conférence. Et quand ils viennent, ce n'est pas pour donner un discours et ça va. Il reste avec nous, on fait des débats, et on lui montre les problèmes, on lui offre les solutions, on discute. On le fait ça chaque jour. S'il n'y a pas d'autre manière, il faut qu'il soit avec nous. Et notre effet, on a eu des succès. Je n'avais pas le temps de mentionner tout, mais on a eu quelques succès. Par exemple, vous avez dans notre page web, on a combien de temps là? Ok, donc ça c'est parce que moi je vais parler pour un mois là. Mais ok. Donc ça c'est le travail à faire. Les politiciens qui sont venus chez nous, ils ont parti complètement différemment. Je vous dis juste le John Prescott. Il était vice-premier ministre de l'Angleterre avec Tony Blair pour 10 ans. Maintenant c'est Lord dans la Chambre des Lords. Il est venu chez nous et à la fin il est un économiste. Pendant son discours, et c'est dans notre site web par exemple, vous pouvez voir vous-même, il dit quand les politiciens et les économistes deviennent ensemble, non, il dit ça, on connaît dans la science, si on met A avec B, 99% on obtient quelque chose qu'on connaît. Si on met les politiciens ensemble et les économistes ensemble, la plupart du temps, 80%, non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et lui, l'économiste lui-même. Donc, il accepte, si nous on discute avec eux, il accepte les fonds. Il dit, OK, pour nous, là, c'est plus facile de dire, la faute, c'est aux scientifiques, parce qu'ils n'ont pas pris en considération des externalités. Il dit ça, c'est tout. Donc, il nous faute. Il échappe toujours, il dit, OK, la faute, c'est des scientifiques. Ce n'est pas la vérité.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changement climatique? C'est le concept de cadre de durabilité que je dis. Donc, il ne faut pas détruire le monde. Par exemple, l'Allemagne il a détruit tous les réacteurs nucléaires qui produisent l'énergie propre. Pourquoi? À cause du risque. Le risque, ce n'est pas à cause de qui augmente les CO2 et cause les changements climatiques. Non. Il y a un risque pour l'humanité, pour la population. C'est gérable avec les sciences et technologies. Il peut y avoir des milliers de possibilités pour les faire plus sécurisés. Et ça ouvre le domaine de sciences et technologies, ça ouvre l'opportunité pour plusieurs projets, etc. etc. Alors, on va prendre encore 2 questions. D'abord, Pierre Sec. Dr. Kangoli, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. L'avenir de l'humanité n'est-elle pas lié à un facteur surtout qui est la maîtrise de l'énergie? Et comment voyez-vous cette maîtrise de l'énergie dans le futur plus ou moins proche? Ouais, ça c'est une question vraiment... on est dans une crise énergétique, surtout l'Europe. Donc, ici, la faute des policiers, on ne peut pas douter. Donc, j'ai mentionné l'Allemagne avec la fermeture des centrales électriques. OK. Ben, les politiciens sont les gens qui vivent dans pression dans plusieurs groupes. Donc, quelquefois, les décisions sont contradictoires. Donc, ça veut dire quelquefois, ils disent, OK, on va fermer un pipeline ici. Par exemple, Joe Biden, il a fermé un pipeline du Canada au Texas. Et en même temps, il a donné le feu vert à la Russie pour apporter le gaz naturel à l'Allemagne. Donc, si le changement climatique, c'est pas important dans quel pays il se construit, il se crée. Donc, ça c'est contradictoire. Donc, maintenant, est-ce qu'on doit vraiment finir avec l'huile, avec les énergies propres? Le pétrole. Le pétrole, excuse-moi. Oui. Ça c'est une question difficile, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'énergie? On a fermé le nucléaire et on importe le gaz naturel. Et qu'est-ce qu'on a arrivé? Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, ces décisions des politiciens, il faut les éliminer. Mais c'est à nous d'exercer plus de pression. L'énergie, surtout, c'est la clé. Ce que vous dites, c'est la clé. Et si on n'a pas de l'énergie, oui. Mais en même temps, si on développe les technologies qui réduisent l'énergie qui est utilisée au minimum, ça c'est encore plus, et ça c'est les scientifiques. Alors, dans les deux côtés. Alors, on prend encore une question courte et une réponse courte aussi, Florian. Oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre exposé, les innombrables réponses que vous donnez et idées que vous diffusez, et aussi pour votre foi dans la science, qui fait vraiment plaisir à voir. Je suis chercheur scientifique. En fait, il y avait une idée qui était pas mal, c'est le fait de voir le recyclage comme du développement durable. C'est vrai que c'est pas mal, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt de la consommation durable? Parce que finalement, le mot consommation n'apparaissait pas dans votre exposé, c'est dommage, parce que c'est quand même aussi un peu ça le problème. Oui. Voilà. Il est là, ok. Consommation durable. Ça, c'est une très bonne question, mais je vais essayer de faire un court réponse. J'ai mentionné la qualité de vie. Okay? J'ai mentionné la théorie à l'Inde. Il faut se laver juste une fois par mois pour sauver de l'eau. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est consommation, parce qu'il disait consommation durable. Parce qu'autrement, on ne peut pas faire. Il faut se laver, il faut faire une douche juste une fois par mois. C'est une théorie là qui était... Donc, oui, va sauver de l'eau. Le problème est la qualité de vie des gens tombe. Et la durabilité là-bas, il y a 3 critères. La qualité de la vie, la croissance économique
et la protection de l'environnement. Donc, la science doit développer des méthodes qui utilisent l'eau au minimum possible, mais pas de manière que la qualité de vie reste et augmente. Si la qualité de vie finit, on revient dans le livre, on fait tout, on se suicide tout, la planète, ça va rester longtemps. C'est pas ça la durabilité. La planète, c'est à nous, les êtres humains. Les êtres humains, c'est le premier. Donc, il faut avoir une balance. La consommation, c'est un, et la recyclabilité, c'est un. Donc, quelquefois, vous avez mentionné la recyclabilité, quelquefois, si ce n'est pas économique, si ce n'est pas feasible, ce n'est pas une activité durable. Parce que tu ne gagnes rien. Et si on ne le voit pas, si on le voit localement et ne le voit pas dans le contexte, on pense qu'on est durable, mais on n'est pas. Pour finir, je vais donner un exemple. OK, on va changer toutes les voitures, on va faire l'été. Excellent, je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est l'idéal de la durabilité. Mais la question est, cette électricité est produite avec quelle manière? Si la électricité est produite avec de gaz et de pétrole, on ne gagne rien. Donc, il faut avoir le big picture. Si on voit le big picture, on fait le global, donc on pense qu'on est durable, mais on n'est pas. Donc, c'est dans ce point de vue, il faut interpréter la consommation et la recyclabilité. Donc, la consommation est là. Mais pas, on doit minimiser la consommation, mais pas au-delà de la vie, de la qualité de vie des humains. Par exemple, on n'a pas de minéraux pour soutenir le développement. Oui et non. Parce que maintenant, la technologie nous donne l'option d'aller dans les météorites et de faire minier les minéraux dans les météorites. Alors, donc, qui nous donne les solutions? C'est la science. Bien, merci beaucoup pour... Alors, après cette conférence sur plusieurs aspects du développement durable, il me revient, cher Florent, le privilège de conclure cet après-midi en vous remettant les insignes de membres d'honneur de notre compagnie. Ces insignes sont modestes, comme le sont nos moyens, mais ils expriment avec toute la sincérité dont nous sommes capables la place de choix que nous vous réservons au sein de notre académie. Vous rejoignez ainsi cette petite cohorte d'éminents membres de l'ALS dont j'ai évoqué la composition tout à l'heure. Sauf Pierre Sec, l'un des fondateurs de l'Université du Luxembourg, ici présent, la plupart des membres d'honneur n'ont pas pu faire le déplacement à cause de problèmes d'agenda ou de santé. Mais je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous ce soir et j'ai en particulier correspondu avec Christian Amateur qui m'a dit ça. Merci, monsieur le docteur Congoli, d'avoir fait ce long chemin depuis le Québec pour participer à cette cérémonie et nous donner cette remarquable conférence. Au nom du conseil d'administration de l'ALS, je vous fais membre d'honneur de notre compagnie et vous remets le diplôme qui en atteste. Et Emmanuel, notre secrétaire général, va vous épingler l'insigne de l'ALS. Et c'est donc au nom de l'ensemble de nos membres que je vous en félicite. Florian, tu peux dire quelques mots. Parce qu'il était occupé. Je suis vraiment honoré d'être membre, d'être un entre vous.
Et je vous remercie beaucoup d'avoir voté, de m'avoir comme membre d'honneur de l'Académie Lorraine des sciences. Je vais toujours le considérer comme un honneur, mais aussi comme une responsabilité. Donc, je vais faire avec plaisir. Je vous dis ici que je vais être une sorte d'ambassadeur pour l'Académie Lorraine des sciences au monde. Je vais garder toujours ça, par exemple. Je ne vais pas enlever. Donc, je vous remercie encore et je suis très fier d'être un d'entre vous et de travailler ensemble pour les questions que nous tenons tous à cœur. Ce sont des questions que nous, on doit vraiment travailler ensemble parce que, c'est comme je dis, s'ils ne nous respectent pas, la moitié de faute, c'est chez nous. C'est nous qu'on doit pousser. C'est nous qu'on doit activiser nos efforts pour réaliser nos objectifs. Mais ce n'est pas juste nos objectifs. Vous avez vu l'histoire de l'humanité, c'est sauvée par les scientifiques. Et on est dans la même situation aujourd'hui. Il y a plusieurs théories qui nous disent ci et ça et ci et ça. L'histoire nous montre, vous êtes le plus important au monde et je suis fier d'être un d'entre vous. Merci beaucoup. Après, oui. Alors, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous le 18 novembre à 17h30 au Muséum Aquarium de Nancy, rue Gaudron, pour la séance mensuelle, lors de laquelle nous aurons la réception de tous les nouveaux sociétaires recrutés depuis le début de la pandémie. Nous entendrons ensuite une communication de Madame Rouard sur la communication à l'ALS et nous recevrons tous les sociétaires, comme je viens de le dire. La conférence de M. Deinstein sur le Moyen-Âge, père de l'industrie, dont vous trouvez la trace dans le programme qui est à votre disposition, est annulée en raison d'ennuis de santé de l'orateur. Elle est remplacée par une conférence de Bertrand Rine sur les nanomédicaments. 2 jours plus tard, le samedi 20 novembre, débutera à 15h la séance exceptionnelle consacrée à la biodiversité forestière. Cette séance, ouverte à tout public, se tiendra dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, 53 rue Stanislas à Nancy. 3 conférenciers exceptionnels sont au programme. Xavier Rochel nous parlera de l'histoire de la forêt, Francis Martin de la micro-biodiversité du sol, et Pierre Diesengremmel nous entretiendra des effets du changement climatique sur la biodiversité. Le Grand Prix 2021 de l'ALS sera remis par notre consoeur Hélène Lénatier, présidente du jury, à Madame Annick Schnitzler pour son ouvrage intitulé « Forêt sauvage » qui est paru chez Glénat. Hors concours, le jury a également remarqué l'excellent livre de Gérard Caussin, Nancy, la cristallerie oubliée, qui a été édité par notre compagne académique, l'ALORAF, l'Association Lorraine, non, l'Académie Lorraine des Arts du Feu, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, présente à la Chambre de commerce et d'industrie une absolument remarquable exposition sur des travaux verriers, art déco. Dépêchez-vous d'aller la voir parce que je ne suis pas sûr qu'elle ne sera pas obligée de quitter les lieux avant l'arrivée des frimas qui nous guettent à l'extérieur. Alors enfin, un vin d'honneur offert par le conseil du département nous attend à la sortie de cette salle et je vous y convie en vous souhaitant une excellente soirée et en vous remerciant de votre attention. Et merci encore, Paul. Together.